Bonjour à vous, mesdames. Merci d'être ici en mairie ce matin. Je suis très heureuse et puis assez fière de vous avoir à mes côtés pour cette conversation un peu singulière, puisque l'idée ce matin, elle était douce. C'est d'abord de se dire que dans notre ville, la plus belle ville de France, sans parti pris évidemment, on adore la culture. On est, je crois, une grande ville de culture, totalement déterminée à ne jamais faire de la culture une variable d'ajustement. Et je crois que ce n'est pas le fruit du hasard, les femmes tiennent aujourd'hui à Nantes un rôle important dans la culture au pluriel dans notre ville. Et en fait, pour tout dire, l'idée de cette conversation, elle est venue la semaine dernière, après un échange que j'ai eu avec vous, Alexandra, où pour la première fois, j'ai entendu parler de l'opéra féministe. Et donc, je vous ai questionné pour savoir ce que ça signifiait. Et puis, une autre Alexandra, qui, elle, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et qui va maintenant diriger la Cité des Imaginaires et le musée Jules Verne, dans la même matinée, me parlait d'une grille de lecture renouvelée sur l'imaginaire. Je me suis dit à ce moment-là que moi, je savais la chance que nous avions à Nantes de pouvoir compter aujourd'hui sur des femmes engagées, inspirantes, puissantes d'une certaine manière dans nos grandes maisons culturelles. J'avais eu l'occasion de le dire à Sophie quand elle a pris le relais de Jean Blaise à la direction du voyage à Nantes. Et j'ai eu envie finalement de pouvoir partager avec vous, mais du coup avec les Nantaises et les Nantais, vos regards sur ces grandes questions du féminisme et de la culture à Nantes, mais aussi évidemment de manière plus générale. Alors peut-être pour lancer la discussion, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est finalement, de votre point de vue, dans une grande ville qui a pour ambition d'être la première ville non sexiste à 10 ans, puisque c'est un des enjeux que je nous ai fixés collectivement, de votre point de vue, comment la culture peut y contribuer ? On a un devoir en tant qu'institution culturelle d'amener des sujets, des œuvres qui parlent à notre société et qui soient connectés aux habitants, aux habitantes, et donc forcément qu'on parle aussi des enjeux qui les traversent et aussi qu'on les représente. Donc moi je suis dans un environnement et un milieu qui est très patrimonial et qui porte des œuvres de répertoire qui ont été écrites par des hommes, qui sont aussi souvent dirigés par des chefs hommes et portés par des metteurs en scène. Et donc c'est aussi très important de se poser cette question-là à l'endroit de la création. Donc est-ce qu'on crée de nouveaux récits, de nouvelles histoires, donc de nouvelles œuvres, et aussi à la lecture du répertoire, comment on peut trouver une façon de faire résonner ce répertoire avec toute sa beauté, toute sa force, cette puissance musicale, mais en connexion, en résonance avec notre société. Et ça va passer aussi par les chanteurs, chanteuses, tous les interprètes, aussi aux endroits de production, d'être attentifs à tous les étages, à la représentativité d'une parité, d'une diversité et de nos enjeux sociétaux. Est-ce qu'en réalité, quand vous avez commencé à exercer les fonctions qui sont les vôtres, avant de rejoindre le territoire nantais, est-ce que le fait de porter ces questions-là dans le monde de l'opéra, ça a été un sujet, une difficulté? Comment vous appréhendez ça? Alors c'est une chose que j'ai portée en tant qu'artiste, d'abord en tant que librettiste, metteuse en scène et scénographe, où j'ai une passion pour la musique, pour l'opéra et pour ces œuvres de répertoire que je veux absolument faire voir et faire entendre au monde. Donc je l'ai portée, mais avec toujours cette question de qui est notre public aujourd'hui. Au moment où les œuvres ont été écrites, c'était un contexte, notamment au 19e, on s'adressait à un autre public, un public aussi bourgeois. Aujourd'hui, à qui on veut s'adresser? Et donc, comment on s'adresse à eux? Quelle histoire on va raconter? Donc, c'est des choses que j'ai intégrées en tant qu'artiste, qui ont évidemment posé des questions, dans le sens positif comme dans le sens négatif, mais c'est aussi notre enjeu de bousculer, d'aider, de nous émouvoir, mais aussi de nous poser des questions. Et aujourd'hui, ce sera des questions, mais je pense qu'on est prêt aussi. Et que si je suis là, à cet endroit-là, c'est aussi qu'on est prêt à entendre cette parole, qui n'est pas unique, mais d'avoir une diversité de perspectives sur ces œuvres. Sophie, peut-être, comment à la fois, quand vous avez pris vos fonctions comme directrice du Grand Musée d'Art et puis aujourd'hui à la tête du voyage à Nantes, qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, il y a deux champs. Il y a comme professionnel de l'art,
je crois que plusieurs femmes dans mon histoire m'ont tendu la main pour me dire « Allez, tu peux y aller, tu peux y arriver ». Donc vraiment mon sujet, c'est de faire pareil, avec un mélange de foi, c'est un pari, et d'exigence, en fait, de dire aux filles « Mais en fait, vous en êtes tout à fait capables, il faut que vous montiez à ce niveau-là de ce que vous pouvez faire et le faire tout simplement. » Donc ça, j'ai commencé à le faire de plus en plus dans mes fonctions. Donc ça, c'est le premier champ, en fait, c'est finalement contribuer à cette empowerment intérieur qu'on doit toutes, auquel on doit toutes se confronter à un moment donné et passer le relais en fait pour moi le pouvoir c'est ça aussi, hein, c'est la possibilité de tendre la main à d'autres. Ça c'est le premier champ, et puis après il y a le champ des artistes. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a plus de la moitié des étudiants en école d'art qui sont des femmes. Et puis, il y a une forme de renversement au cours de la carrière. Hein. Si Rosanne Lemaire, qui dirige l'École des Beaux-Arts, était là, elle pourrait nous raconter ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un truc qui ne va pas, qui va pas dans le choix des artistes. Alors, au musée d'art, je me suis rendu compte qu'il fallait les chercher. En fait, il ne suffit pas, finalement, de choisir les artistes en prenant les plus célèbres, les plus reconnus. Il faut vraiment chercher les artistes femmes qui ont ce potentiel, et ça c'est un travail en fait. Ça vous tombe pas tout rôti dans le bec. Ça c'est la première chose. Ce qui aide à Nantes, c'est que c'est une ville tournée vers la culture contemporaine. Plutôt le patrimoine a sa place, mais je trouve que sa tonalité, son originalité, c'est la culture contemporaine. Et alors là, du coup, il y a des choses à faire. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, notamment dans la première partie de ce que vous avez évoqué, c'est comment finalement, vous avez utilisé un mot fort, et d'ailleurs on sentait de l'émotion là sur ces fauteuils quand vous disiez, il y a presque une part de foi en disant comment notre responsabilité, à nous qui sommes assises là dans ces fauteuils, c'est aussi de tendre la main à d'autres et de proposer à d'autres. Et pour moi ça résonnait vraiment parce que... entre le moment où j'ai été élue maire en 2014 et aujourd'hui, finalement, j'ai étape après étape, sans cesse, davantage assumé cette question du féminisme. Quand j'ai fait campagne la première fois en 2014, une des questions qui revenait tout le temps, des journalistes notamment nationaux, c'était « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être candidate dans une grande ville, mère de 2 jeunes enfants ?» Mes enfants avaient à l'époque 2 et 4 ans. Et c'était même devenu une blague avec mon équipe où je leur disais « Dites-leur que s'ils viennent pour poser cette question, qu'ils ne viennent même pas, qu'ils viennent demander quelles sont les valeurs pour Nantes, quelles sont les convictions, quels sont les projets. » Et à ce moment-là, quand j'avais des invitations à participer même à des débats ou des tables rondes sur cette question, je refusais. Parce qu'en fait, j'avais peur, je pense, de me faire enfermer dans cette image juste de la jeune femme, mère d'une grande ville. Et puis, au fil du temps, et y compris parce que j'ai vu à quel point le fait de donner du coup la parole à d'autres, de pouvoir faire la démonstration que c'est possible. Aujourd'hui, ça m'arrive très souvent de recevoir des appels de femmes sur notre territoire ou ailleurs en France qui me disent par exemple « Moi, j'ai envie d'être candidate dans mon petit village, en campagne, mais j'ose pas, est-ce que j'en suis capable ?» Enfin, ce qu'on a tout entendu autour de nous. Et donc, j'avais envie de vous demander si ce rapport au féminisme, avec une forme de sororité, vous n'utilisez pas le mot, mais il y a quelque chose de cette nature, a évolué dans votre parcours entre le moment où vous commencez comme jeune professionnelle et aujourd'hui où vous êtes tout aussi une jeune professionnelle, mais avec un peu de parcours avec vous. Ah oui, au début, en fait, j'avais fait mien une théorie qu'on a toutes beaucoup entendue, c'est que c'est pas le genre qui compte, c'est la qualité du travail artistique. Et pour moi, c'était, voilà, j'y croyais dur comme fer. Puis après, je me suis rendu compte que c'est un piège. C'est un piège. Si on ne donne pas la possibilité à une femme artiste plasticienne de faire ses preuves, la qualité artistique, elle ne se verra jamais et on continuera à utiliser toujours les mêmes artistes, les plus célèbres et qui sont des hommes à 80%, quoi. Donc j'ai beaucoup évolué et j'ai beaucoup évolué à Nantes, à vrai dire, pour oser l'affirmer. Oui. Beaucoup. Et en voyant, voilà, simplement en réalisant que c'était le piège, et aussi, je pense, une question d'âge, en fait, on a commencé à me renvoyer le fait que
que je manageais de manière féministe, et j'en avais évidemment pas du tout conscience, avec ce côté, voilà, c'est ça, ce côté exigeant, et vas-y, tu peux le faire, de quoi tu as peur, de quoi tu as vraiment peur. Bon, et ça se renvoyait bien sûr à la peur que moi j'ai eue. Hein, on s'en est parlé quand Lola est arrivée, on a eu cette conversation, parce que quand je suis devenue directrice, j'ai été terrorisée. Ça a duré des mois et c'est très désagréable, avec un sentiment de demain ils vont se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, ils vont me foutre à la porte. Et ça m'a accompagnée pendant des mois, c'est absolument affreux. Du coup, j'ai raconté ça à Lola quand elle est arrivée, qui a été étonnée que j'ai traversé ça, ce sentiment d'illégitimité, qui est un truc très féminin encore. J'étais pas étonnée, Sophie, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement généreux de ta part de le partager. Et tu parlais d'empowerment et le fait de tendre la main. Et moi, lors de ma prise de poste, tu m'as tendu la main et tu as partagé ce que toute femme ressent en fait quand elle prend des fonctions de responsabilité, d'autant plus quand ce sont des femmes qui correspondent à des femmes qui normalement atteindraient le plafond de verre. Enfin, quand on a 32 ans, quand on est nommé à la direction d'une grosse organisation culturelle et qu'on a un enfant et un autre enfant en construction, c'est normalement, c'est normalement. Beaucoup de femmes n'ont pas ce type de responsabilité et forcément. Quand on exerce des responsabilités, on se pose la question de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, et je trouve que c'est généreux et c'est nécessaire de pouvoir partager cela parce qu'on ne le fait pas forcément, parce qu'on veut aussi rentrer dans un costume de personnes qui ont exercé des responsabilités avant nous, et bien souvent ce sont soit des hommes, soit des femmes d'un certain âge qui prennent des responsabilités plus tard, quand les enfants sont plus grands. Et donc c'était généreux à toi, et je me suis dit que je le ferais aussi moi à mon tour. Et c'est bien aussi de pouvoir le faire au sein de son collectif. Moi, je m'efforce de ne pas mettre des réunions à certaines heures, par exemple, et d'être vigilante à ces questions de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, tout en étant extrêmement exigeante. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Et tu parlais, Alexandra, sur la notion de pluralité, de pouvoir proposer différents regards dans nos institutions. Moi, c'est un sujet qui m'anime. La bibliothèque municipale, elle doit être plurielle et proposer différents regards, différentes émotions, et ça nécessite un travail du quotidien. Et ce n'est pas neutre qu'à Nantes, dans les collections de la bibliothèque municipale, on est les lettres de Colette et les photographies de Claude Quin. Enfin, ça signifie quelque chose. Dans ma profession, pendant longtemps, on se cachait derrière la neutralité, en disant voilà, en se cachant derrière Vous pouvez expliquer ce que ça voulait dire, on se cachait derrière la neutralité? On se cachait derrière la neutralité, c'est-à-dire qu'on allait regarder quelles étaient les collections les plus demandées et qu'on allait donc plutôt proposer ce type de collection. En se disant on va pas aller mettre plus de collections féministes, plus de collections en langue allophone. On va plutôt regarder quelles sont les collections les plus représentées, et on va construire on va les mettre dans les bibliothèques. Et en fait, on doit pouvoir faire un travail pour que des collections, des ouvrages qui sont plus confidentiels, qui donnent un autre regard, permettent d'éprouver une autre émotion, puissent être aussi sur les étagères des bibliothèques. Après, il n'y a jamais de réponse toute faite en fait sur ce qui doit
figurer, enfin ce qui doit être dans un rayonnage de bibliothèque ou sur les murs d'un musée. Enfin, on manie l'art de la nuance et on laisse place au doute parce qu'en fait on construit pas des bibliothèques idéales. Enfin, il y a forcément aussi de la laideur, la noirceur du monde doit aussi se trouver dans une bibliothèque. Mais il faut, voilà, je pense qu'il faut pouvoir mettre en avant certaines autrices, pouvoir mettre en avant d'autres regards qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et, voilà. Et du coup, de votre expérience de professionnelle au quotidien, avec des bibliothèques qui sont à la fois parfois des lieux refuges, des lieux d'émancipation dans une société qui reste avec une part de règles patriarcales, comment, du point de vue des jeunes lectrices, notamment, qui viennent dans nos bibliothèques à Nantes. Alors, en plus, on a décidé dans ce mandat la gratuité totale de nos bibliothèques. On voit, je le dis, pour moi, c'est une vraie fierté, une augmentation de la fréquentation forte de nos bibliothèques. C'est pas neutre, parce que moi, je fais le pari de l'éducation, de la culture, de se dire que c'est d'abord par cela qu'on choisit, finalement, les unes et les autres, notre parcours de vie. Par quoi ça passe au quotidien? Et peut-être c'est quoi votre expérience de professionnel, justement, sur comment cet accès à la lecture et donc à la culture permet ensuite à chacune de contribuer à choisir son parcours? On est une porte d'accès de proximité à la connaissance aussi. Et le fait d'avoir des ressources pour apprendre tout au long de sa vie, ça contribue à cet empowerment. Et voilà, je pense que voilà, c'est un de nos rôles aussi, dans un contexte de propagation facilitée des fausses informations, de pouvoir permettre à toutes et à tous d'avoir accès à cette connaissance-là. Sur les lectrices qui viennent à la bibliothèque, oui, les bibliothèques sont des lieux, mais comme d'autres institutions culturelles, et ce sont des lieux refuges, y compris pour les plus précaires, et y compris pour les femmes précaires. Moi, avec mon équipe, on essaye de réfléchir à comment faire pour transformer les lieux, pour les rendre plus accessibles. Ça passe aussi par ce qu'on a expérimenté, par exemple, à la bibliothèque de la locomotive, un dispositif plutôt comme à la maison où chacune et chacun se sentent bien. Peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est la locomotive. La locomotive, c'est la nouvelle maison de quartier qui a été ouverte le 16 mai 2023 dans le quartier de la Erdre. C'est dans cette maison de quartier, il y a une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, on a expérimenté un aménagement un peu différent, avec des canapés, des fauteuils qui permettent en fait à chacune et à chacun de se sentir un peu comme chez lui, que chacune et chacun puisse avoir une chambre à soi. Et ça permet... ça permet de rendre accessible la culture et de faire aussi de se sentir bien et en sûreté dans ces lieux de culture. Ce qui est assez frappant dans ce que vous dites les unes et les autres, c'est finalement cette interaction assez subtile entre nos vécus, je vais le dire comme ça, personnels, de femmes, dans nos parcours professionnels, dans nos parcours d'engagement, avec ces évolutions dans le temps, et puis la manière dont ça dialogue avec les femmes à qui on s'adresse, ceux pour qui on se bat, ceux pour qui on travaille. Et vous disiez tout à l'heure, Lola, finalement, quand je me suis retrouvée à diriger une structure culturelle avec un enfant, un autre en conception, il y a ce moment d'interrogation qu'on a toutes ou pour beaucoup d'entre nous rencontré à un moment donné dans notre parcours, des choses que, y compris finalement entre nous, on n'échange jamais. Moi, c'est la première fois que j'entends vos histoires un peu personnelles sur ce sujet, et c'est vrai que du coup, ça fait écho. Je donne juste un exemple. Quand j'ai été élue maire en 2014 avec Nathalie Appéré, la maire de Rennes, un jour, on m'a dit « Tiens, c'est qui les femmes maires des grandes villes ? Comment elles font pour conjuguer la vie familiale et professionnelle ?» Moi, j'avais donc 2 enfants petits, 2 et 4 ans. Nathalie, un de ses enfants, était aussi jeune. Et en fait, on a regardé Martine Aubry. Alors, je le dis en plus parce que Martine, qui pour nous est une figure morale de la gauche et de ce qu'elle porte dans le pays des valeurs. Et c'est vrai que les femmes qui étaient déjà en situation de responsabilité dans le pays avaient plutôt des enfants grands.
Et cette question aussi, derrière du rapport à la maternité, de la capacité à conjuguer, ça me frappe et ça me touche de voir comment, dans des secteurs finalement d'engagement divers, parce que c'est aussi une part totalement universelle. Moi, je vois quand je reçois des jeunes filles ici en mairie, qu'elles viennent visiter, la question que j'ai le plus souvent, c'est celle-là. Ça reste celle de la conjugaison ou de jeunes filles qui viennent me voir à part après la séance de visite du conseil municipal et qui me disent voilà, moi j'ai envie de faire ce métier dans ma vie et on me dit que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, je trouve que vos parcours aussi et la manière dont vous les racontez amènent forcément un message. Ben moi, je n'ai pas parlé de cette conjugaison-là, mais ça me parle énormément. Et moi aussi, j'ai eu des personnes et des femmes qui m'ont donné des exemples et qui m'ont conseillé, qui m'ont partagé aussi leur situation. Et ça a été, comme pour toi, Lola, extrêmement porteur et des vrais vecteurs d'empouvoirment. Et aussi de participer à des moments où on est mentoré, où vraiment on se retrouve entre femmes à des directions et où on se partage comme on est en train de le faire là, sont des choses qui sont extrêmement importantes et que j'espère en tout cas pouvoir intégrer à l'Opéra, d'avoir des moments de résidence, de table ronde, de mentoring où on peut vraiment accueillir et donner ces exemples et ces possibilités-là. Pour la petite anecdote, justement, moi j'avais caché ma deuxième grossesse parce que ma première m'avait donné beaucoup d'annulations de contrats. Et donc je l'avais caché et je me suis retrouvée à Aix-en-Provence, au festival, et à être enceinte de 9 mois. Et finalement, tout le monde le découvrait à ce moment-là. Et à accoucher finalement quelques jours après le dernier jour de travail. Et ça a beaucoup bouleversé, choqué en fait, mais dans le sens positif, mon entourage. Et énormément de femmes chefs qui s'interdisaient, chefs d'orchestre qui s'interdisaient de diriger. Ou de metteuses en scène ou d'autrices m'ont posé énormément de questions et ça a été très important de partager aussi, de montrer qu'on peut conjuguer et être enceinte et être tout à fait active, tout à fait en train de travailler, d'être en lien avec tout le monde. Et je sais que ça a été important de montrer cet exemple-là aussi et ce sera le cas aussi à l'endroit de la direction d'institution. J'entendais Sophie réagir quand vous avez raconté le début. C'est vrai que ça paraît toujours presque inconcevable de se dire qu'encore aujourd'hui, ce type de pression initiale, vous le racontez, sur les contrats que vous avez perdus peuvent exister. Et là aussi, ça existe dans tellement de domaines de la société. L'année dernière, Léonore Monconduit, qui est la maire de Poitiers, a annoncé qu'elle s'attendait à un enfant. Et nous avons collectivement découvert à cette occasion qu'il n'y a rien de prévu par la loi dans ce pays quand une élue, une mère, prend un congé maternité. Je préside France Urbaine, qui est l'association qui regroupe toutes les grandes villes de France. On s'est à ce moment-là penché sur ce sujet et j'avoue que moi-même, j'ai été stupéfaite de le découvrir. On voit là qu'il y a des sujets qui nous paraissent évidents et pour autant qui sont loin de l'être encore aujourd'hui et sur lesquels il faut continuer à mener bataille au sens le plus noble du terme. Moi, j'avais envie peut-être de vous poser 2 questions pour finir ce joli tour de table. La première, peut-être, quelle est la dernière œuvre, pour vous la plus forte œuvre, faite par une femme, vous, mesdames les actrices de ce si beau domaine de la culture, que vous auriez envie de partager? Alors, je sais que je demande ça à des femmes qui vont avoir bien du mal à choisir parmi les œuvres, mais on va dire que ce n'est pas forcément votre préférée, mais celle que vous avez envie de partager aujourd'hui. Alors moi, il y a plein de compositrices actuelles que j'aime beaucoup, mais j'ai aussi envie de citer un autre domaine que le mien. Et là, sur ma table de chevet, j'ai Cécile Coulon, qui est une autrice qui m'émeut beaucoup et que j'ai envie de nommer pour répondre à votre question. Sophie ? Alors, il se trouve qu'on va organiser cet été à la Happ Galerie sur l'île de Nantes une exposition Gloria Friedman, qui est une artiste qui doit avoir, je ne sais pas, 65, 70 ans. Je connaissais son nom je pense que je connais son nom depuis 35 ans et je me suis rendu compte que je n'avais jamais regardé son travail.
Elle est l'épouse de Bertrand Lavier, qui est un artiste plasticien français très célèbre. Et c'est fou, en fait, je connaissais son nom depuis que j'ai travaillé en Bourgogne et je n'avais jamais regardé son travail. Donc, en fait, c'est Jean qui a choisi Gloria Friedman. Et bon, c'est une sacrée claque. Ça prouve que voilà, les zones d'invisibilité, elles sont aussi dans nos têtes. Donc voilà, je voulais dire son nom et on va la découvrir cet été. Et je me suis rendu compte que c'était une artiste incroyablement créative, passionnante, que je connaissais son nom, je n'avais jamais regardé son travail en 35 ans. Voilà, shame on me. Lola, bon, c'est difficile de choisir un nom, mais bon, j'ai parlé de la fierté que j'avais d'avoir dans les collections patrimoniales de la bibliothèque municipale des lettres de l'écrivaine Colette. Et moi, Colette m'a été. Enfin, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup lu Claudine, les Claudines, et je ne comprenais pas tout dans les Claudines, mais ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup accompagnée enfant. Et j'aime énormément cette écrivaine. J'aime la manière dont elle parle de la nature, dont elle parle de l'enfance, dont elle parle des femmes. Et voilà, donc je suis très, très fière qu'à Nantes, on ait des lettres de Colette. Peut-être une toute dernière question. Si nous avions un conseil ou un message à donner à nos filles, à nos petites filles, à toutes les jeunes Nantaises, ce serait lequel? On fait dans l'autre sens, Lola, du coup? Je pense elles sont capables, et puis elles sont capables en étant elles-mêmes. Que c'est pas parce qu'on prend des responsabilités qui ont été occupées par des personnes, des hommes ou des femmes d'un certain âge, qu'on ne peut pas être soi. Moi, j'ai une réflexion sur comment avoir des responsabilités tout en permettant aussi aux émotions de s'exprimer, et comment on laisse place aussi aux émotions de ses équipes, aux émotions de nos publics, mais ça fait partie du cœur de nos métiers, et puis aussi à ses propres émotions. Donc voilà, elles sont capables. Moi, je dirais oser et prendre appui, comme on l'a soulevé, aller voir des femmes qui sont à cette place-là et non pas demander conseil, mais en tout cas partager. Et on a la chance à Nantes d'avoir cette vitalité culturelle et, comme vous l'avez soulevé, beaucoup de femmes à la tête des institutions. Donc il y a un vivier et beaucoup d'exemples qui sont là, beaucoup de personnes qui peuvent partager avec elles la possibilité de grandir comme elles le souhaitent. Oui, peut-être aussi une dimension de combativité. Il ne faut pas avoir peur de se battre et que c'est une valeur aussi positive, même pour les filles. Il faut se battre un peu et ça peut être un plaisir. Le plaisir dans le combat féministe, je trouve que c'est une jolie formule de conclusion. Et vous l'avez évoqué un peu, Lola, comment dans ces questions, tout le monde n'est pas à égalité aussi. Selon la famille dans laquelle on a grandi, selon le quartier dans lequel on grandit, selon son histoire de vie. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très attentive à se dire à la fois comment c'est essentiel de pouvoir donner la parole, comme j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui à des femmes en responsabilité, tout en se disant comment ce sujet ne doit pas éclipser tous les autres et toutes les autres. Et que finalement, moi je crois que ce qui est le plus important, c'est que quelle que soit sa vie, quel que soit son choix de vie, on puisse justement être libre le plus possible de son choix de vie. Et ça, je trouve que la dimension de combat à laquelle vous invitez Sophie avec une forme de sérénité aussi, mais qui n'enlève pas la pugnacité, je trouve que c'est un beau message à porter pour nos filles, nos petites filles, les jeunes nantaises. Et c'est vrai que j'aurais pu inviter ce matin d'autres femmes engagées, je le dis aussi, parce que les histoires, les engagements ne manquent pas à Nantes. Et je finirai par ça. Quand j'ai pris cette décision d'annoncer cet engagement, Nantes, ville non sexiste, à 10 ans, j'ai été assez surprise
d'entendre à la fois de l'enthousiasme, et puis à quelques endroits, y compris pour être franche, dans des espaces où je ne les attendais pas forcément, parce que le conservatisme peut se nicher dans beaucoup de lieux, un peu de scepticisme, parfois même un peu de moquerie ou de sarcasme, en mode... Avant, Johanna Rolland, elle nous parlait de choses sérieuses, le développement économique de la ville, la réindustrialisation, et maintenant, elle se met à nous parler de trucs de filles. Je l'ai entendu comme ça dans certains commentateurs de la vie nantaise. Et finalement, je trouve que plus on met en œuvre ce projet, qui passe à la fois par la formation des personnels, que ce soit dans la petite enfance ou chez le personnel municipal, qui passe par le négo-training, qu'est-ce qui fait que les femmes négocient moins bien leur salaire que les hommes, qui passe par la lutte contre la précarité menstruelle, avec très concrètement des distributeurs, y compris sur l'espace public. Dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, qui passe par le fait de rebaptiser, de baptiser des noms de rues avec des femmes, parce que si on veut que nos filles aient des exemples, vous le racontiez tout à l'heure, eh bien il faut aussi donner à voir. Ou quand on continue de soutenir Citadelle, je crois au contraire que c'est un sujet très ambitieux et très important. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup.